Bonsoir et bienvenue sur Tandem 2.0. J'ai le plaisir d'être avec vous ce soir pour notre rubrique Guide en tandem et nous allons parler de Jérusalem. Avec moi en plateau ce soir, Yohan Emselem, notre chef cuisinier. Bonsoir Yohan. Salut Jérôme. Salut, très heureux que tu aies pu venir ce soir. Donc ce soir, on va parler de Jérusalem et on va s'intéresser à un sujet un peu original par rapport au Jérusalem, ce sont les portes de Jérusalem. Tout d'abord, ce qu'on peut voir sur cette première image, c'est la ville de Jérusalem. Et on voit une Jérusalem relativement grande. Il faut savoir que la ville de Jérusalem fait 125 km². C'est plus grand que Paris. Paris fait 100 km². Jérusalem, la ville moderne de Jérusalem, fait 125 km². Souvent, quand on pense à Jérusalem, on pense à la vieille ville de Jérusalem. Et ce qu'on voit, c'est que la vieille ville, c'est le petit point plus clair que vous voyez sur la carte, ça ne fait que 1 km². C'est une toute petite partie de la ville moderne de Jérusalem. Et c'est pour ça là que les touristes, en temps normal, par millions, se pressent chaque année, parce que c'est là que se concentre l'histoire de la ville depuis plusieurs milliers d'années. C'est là où le prix du mètre carré est le plus cher aussi à Jérusalem ? C'est pas forcément. Alors, oui, dans certains quartiers, notamment quand on a des vues sur le mur des Lamentations, mais globalement, non. Parce qu'on peut très difficilement circuler en voiture, parce que ce sont des vieux immeubles. On a des quartiers proches de la vieille ville qui sont aujourd'hui globalement plus chers que la vieille ville. Ils ont la fibre ? Pas dans la vieille ville. Pas dans la vieille ville. Ils sont au 56K, ils sont à l'ancienne. À l'ancienne. On attend que la ligne téléphonique fonctionne bien. Si on regarde cette carte qui nous montre la vieille ville de Jérusalem, alors on le voit, la vieille ville de Jérusalem est divisée en combien de quartiers ? J'en vois 4 ou 5 là. Alors voilà, exactement. 4-5 quartiers. C'est ce qu'on appelle les 4 quartiers de la vieille ville de Jérusalem. Quartier arménien. Grec ? Pas de grec. Arménien. Orthodoxe ? Alors, les orthodoxes vont être dans le quartier chrétien. D'accord. Donc arménien, chrétien, juif, musulman et juif. Ouais. Voilà, 4 quartiers. Plus, effectivement, ce qui pourrait être un 5e quartier, c'est ce qu'on appelle le mont du Temple, cet énorme espace qui va être en plus de ces 4 quartiers. Ce qui est magique avec Jérusalem, c'est que la vieille ville de Jérusalem, c'est pas la plus vieille partie de Jérusalem. Même si ça s'appelle la vieille ville, il y a une partie encore plus ancienne, c'est la cité de David. C'est la partie juste au sud de la vieille ville de Jérusalem, conquise par le roi David il y a 3000 ans, et tout est parti de là. Dans cette partie de Jérusalem, on va dire l'ancienne Jérusalem, on a des traces d'habitation qui datent de 5000 ans. D'accord. Donc, la vieille ville de Jérusalem, 900 000 habitants dans la ville de Jérusalem. Dans la vieille ville, va se concentrer 40 000 habitants. Okay. Donc, 40 000 habitants sur 1 km². Ah ouais, ça fait beaucoup de monde, et essentiellement dans le quartier musulman, puisque sur les 40 000, on va avoir 30 000 habitants dans le quartier musulman. D'accord. Et ensuite, le quartier chrétien, à peu près 5 000 habitants, 3 500 dans le quartier juif et 1 500 dans le quartier arménien. Voilà. Okay. Ça, c'est pour vous donner une idée de la répartition de la population dans la vieille ville. Pourquoi on appelle la vieille ville de Jérusalem et comment on la délimite ? C'est parce qu'elle est fortifiée. Elle est entourée de ses remparts, les remparts de Jérusalem, qui font 4 km de long et qui datent du XVIe siècle, le sultan Sulayman le Magnifique. Maintenant, la vieille ville de Jérusalem, pendant plusieurs centaines d'années, avant que ce sultan décide de faire des remparts, elle n'était pas protégée. Ils avaient à un moment détruit les remparts, elle est restée plusieurs centaines d'années sans remparts. Pourquoi d'un coup le sultan se réveille un matin et se dit « Tiens, lançons des travaux pharaoniques, on va dépenser quelques millions, faire des énormes travaux pour protéger la ville de Jérusalem ». Pas forcément pour la protéger, parce que toute la région était à lui, c'est qu'il fait un cauchemar, plusieurs nuits de suite, où il est attaqué par des lions. Et quand il demande à ses conseillers la signification de ce cauchemar, ils lui disent « Tu ne protèges pas la ville sainte de Jérusalem ». Jérusalem, c'est la 3e ville sainte pour les musulmans, après la Mecque et Médine. Donc, j'y suis, hein. Ouais, bien. Donc, décide de faire des travaux colossaux, 4 km de fortification, 18 tours de garde, la garnison, et pour rentrer dans la vieille ville, il va faire des portes. Combien de portes ? 7 ? 6. 6, mais le 7 n'est pas faux parce qu'il y a une 7e porte qui permet l'accès à la vieille ville de Jérusalem, plus une 8e qui est fermée. Donc on va vous parler des 8 portes de Jérusalem. Donc on va démarrer par la première, la plus connue, la porte de Jaffa, celle qui est située le plus à l'ouest de Jérusalem.
On voit là une photo des fortifications, le mont Sion, avec l'abbaye de la Dormition, et devant nous, la porte de Jaffa. C'est celle où on rentre par la Mamilla, c'est ça? Exactement. Et depuis une dizaine d'années, c'est la porte qui va être privilégiée particulièrement parce que suite aux travaux qu'ils ont fait avec le centre commercial Mamilla et ses énormes parkings souterrains, c'est le plus facile pour se garer, qu'on soit en voiture ou en bus. On laisse la voiture, on marche 50 mètres et on arrive sur la porte de Jaffa. Il faut savoir que la porte de Jaffa, ça n'a pas toujours été la porte d'entrée principale de Jérusalem. Historiquement, la porte d'entrée principale, c'était au nord, sur la porte de Damas. Et ça a été pendant des centaines d'années par le nord. Le grand changement, il va intervenir au Moyen-Âge. On est à l'époque des croisés, Jérusalem est conquise lors de la première croisade par Godefroy de Bouillon. Il arrive à Jérusalem et il s'installe sur le mont du Temple, dans la mosquée Al-Aqsa, qu'il décide de transformer en palais royal. Et d'ailleurs, le dôme du rocher, ils vont y planter une croix et en faire une église. D'accord. Donc ça va devenir très chrétien. Godefroy de Bouillon, qui est très humble, refuse de s'appeler le roi de Jérusalem. Il se fera appeler le défenseur du Saint-Sépulcre et il meurt sans enfant au bout d'1 an. Son frère, Baudouin, est dans la ligne de succession. Il est à ce moment-là comte d'Édesse, une ville au nord. Des délégués arrivent, lui apportent la nouvelle du décès de son frère et lui disent qu'il peut prétendre à la couronne de Jérusalem. Mais il a un problème. Il ne peut pas cumuler d'être comte d'Édesse et roi de Jérusalem. Ils ne lui mettent pas la pression, ils lui disent « vous avez 1 an pour réfléchir ». Je te laisse deviner qu'est-ce qu'il va choisir entre comte d'Édesse et roi de Jérusalem. Il faut demander à M. Bouillon, là. C'est un ami dans moi, c'est un ami en cuisine, le comte Bouillon. 2 semaines plus tard, il posait ses valises à Jérusalem et il devenait roi de Jérusalem. Mais il décide de se rapprocher du peuple et comme porte de Jaffa, il y avait déjà une forteresse construite par Hérode le Grand, il l'aménage un peu, il fait des douves et il s'installe dans cette forteresse. Sauf que les gens, ils ne passent pas par la porte de Jaffa. Parce que le côté ouest, c'est une vallée qui n'est pas très pratique. Les gens arrivent, les commerçants, par le nord. Et à l'époque, il fallait payer des péages quand tu rentrais dans la ville. Donc, malin comme Baudouin, il décide d'augmenter le péage de la porte de Damas et de faire sauter celui de la porte de Jaffa. Comme ça, les gens vont avoir le choix. Soit ils payent très cher pour un accès facile, soit c'est gratuit par la porte de Jaffa. Et c'est comme ça que les gens vont commencer à arriver par la porte de Jaffa. Donc ça fait en vérité 900 ans que la porte de Jaffa est la porte d'entrée principale. Grâce à Baudouin. Grâce à Baudouin, exactement. Alors, on va revenir une seconde sur la photo d'avant. Cette vieille photo qui date du début du XXe siècle nous montre la porte de Jaffa. On voit qu'on a des commerces qui étaient collés le long des remparts. Et au-dessus de cette porte, on a une horloge. Et ça fait partie des rares photos qu'on a qui nous montrent cette horloge parce que cette horloge n'existe plus. Cette horloge faisait partie d'une série d'horloges qui avait été construite au début du XXe siècle pour honorer le 25e anniversaire du sultan ottoman. Et quand les Anglais sont arrivés après la Première Guerre mondiale, ils ont déplacé l'horloge ailleurs dans Jérusalem et peu de temps après, ils l'ont détruite. Donc en fait, elle est restée 15 ans à cet endroit-là, fait partie des rares photos qu'on a qui montrent l'horloge de la porte de Jaffa. Tu dis que cette photo, elle date de quand? Alors, entre 1905 et 1920. Parce que je nous dis à 4 en bas. Non, il y avait déjà des voitures, heureusement parce que sinon on roulerait de l'autre côté en Israël. Ah oui, avec les Anglais. Avec les Anglais. Ah, heureusement, ouais. Dans 40% du monde, on roule à gauche. Et on a de la chance en Israël, même si les Anglais ont été là 30 ans, qu'on a maintenu la conduite à droite parce que les voitures étaient là avant l'arrivée des Anglais. Donc, la porte de Jaffa, Jaffa Gate, on voit sur ce panneau, et c'est intéressant parce qu'on le retrouve également dans la vieille ville, que c'est écrit en 3 langues. En anglais, en arabe et en hébreu. Et il faut savoir, on parlait des quartiers de Jérusalem. Les 4 quartiers de Jérusalem sont des quartiers historiques. Toi, quand tu te balades à Jérusalem, tu te balades, tu ne vois pas marqué quand tu rentres d'un quartier à un autre quartier forcément que tu changes de quartier. Il n'y a pas de checkpoint, il n'y a rien de spécial. Ce sont vraiment des quartiers historiques. Et quand on se balade, on perd facilement ses repères dans la vieille ville, surtout avec le marché, et on ne sait plus du tout dans quel quartier on est. Ce sont les noms des rues, grâce aux 3 langues qui sont inscrites, qui vont permettre surtout de se repérer, parce qu'elles font souvent référence à un personnage historique, à un saint, à une tradition, pour les juifs, pour les musulmans ou pour des chrétiens. Et c'est avec ces panneaux-là qu'on va savoir dans quel quartier de la vieille ville on se situe. Tu me rappelles la rue Aznavour dans le quartier Aurélien. C'est un saint pour eux. Alors, leur fierté, il y a Aznavour et il y a les Kardashians. Je peux te dire que quand les Kardashians sont venus à Jérusalem, dans le quartier arménien, ça a été la fête, comme tu ne peux pas l'imaginer. Ah, je ne pensais même pas qu'ils étaient venus. Ouais. D'accord.
Dernière photo sur la porte de Jaffa. Ce qu'on peut voir sur la porte de Jaffa, ce sont des meurtrières, les petits trous qu'on voit sur le dessus qui vont permettre aux défenseurs de la ville de tirer des flèches sur les assaillants avec l'impossibilité de les toucher. Au-dessus, entre les deux meurtrières, on a un machicoulis. Est-ce que tu te souviens de ton cours de CM1 sur le machicoulis? C'est là où on balance les... Non, tiens, c'est pas où on balance de l'huile ou un truc comme ça? Bravo. C'est ça? Ouais. Effectivement, Oh, comme on le voit. Il va falloir à la fin... Ouais. Je demande un petit pourboire. Hein. Machicoulis, château fort, pour ceux qui en ont visité en France, en Europe, c'était cette structure avec des trous qui étaient au-dessus de la porte. Selon la légende, on jetait de l'huile bouillante sur les assaillants qui étaient en bas avec un bélier pour essayer de casser la porte. La vraie histoire, c'est que l'huile était un produit qui coûtait cher, donc on jetait plutôt sur eux des liquides moins ragoûtants et qui coûtaient moins cher pour leur donner envie de ne pas casser la porte. Et on voit sur la photo qu'en fait la porte, elle n'est pas droite. La porte de Jaffa, comme d'autres portes de la vieille ville, c'est pas une porte droite, c'est une porte en L, une porte coudée. C'est-à-dire que quand tu rentres, en vérité, il faut faire un tour pour rentrer dans la vieille ville. Et ça fait partie des structures qu'on retrouve énormément dans les villes depuis l'Antiquité. Pour renforcer la protection de la ville, on ne va pas faire une porte droite qu'on pourrait juste défoncer avec un bélier et derrière envoyer la cavalerie. On fait une porte en L qui oblige à ralentir et du coup, tu ne peux pas envoyer tes chevaux, tu es obligé d'y aller au pas. C'est ce que j'allais dire, ça a un rapport avec les chars peut-être. Exactement. Non ouais. Et les chars et les chevaux, tu as une double protection pour protéger la ville. C'est l'ancêtre du dos-d'âne. Ouais, exactement. Alors, deuxième photo, on va parler de la prochaine porte. Donc, on va faire le tour de la ville de l'ouest à l'est. On va parler de la nouvelle porte. Alors, pourquoi cette photo un peu originale ? C'est que juste en face de la nouvelle porte, on avait l'ancien quartier des Français. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, les Européens vont décider d'acheter et de construire énormément à Jérusalem, dans la vieille ville et tout autour. Et donc, à ce niveau-là, ce sont les Français qui vont acheter des terres et construire l'hôpital Saint-Louis, l'hospice Notre-Dame, une église, un couvent. Et à cette époque-là, il n'y a pas de porte à cet endroit-là. C'est-à-dire que pour rentrer dans la vieille ville, dans le quartier chrétien, et surtout le Saint-Sépulcre, ils sont obligés de faire un énorme détour, soit par la porte de Jaffa, soit vers le nord, à la porte de Damas. Donc ils se disent, on va demander au sultan turc l'autorisation de faire une nouvelle porte, pourquoi pas creuser une nouvelle porte dans le mur. Ils vont voir le sultan, Abdulhamid le II, et ils lui disent, cher sultan, on aimerait votre autorisation pour faire une porte, on est dans les années 1880. Et le sultan dit, aucun problème, vous avez l'autorisation, la seule chose que je vous demande, c'est de nommer cette porte après moi, qu'elle s'appelle la porte du sultan Abdulhamid le II. Les Français, trop contents, ils pensaient qu'ils allaient devoir payer un gros chèque, rien du tout, il suffit de l'appeler comme ça, ils font les travaux, ils inaugurent la porte, les promesses faites au sultan sont loin, c'est la dernière porte de la vieille ville, on l'appelle la nouvelle porte, et depuis 130 ans, on l'appelle la nouvelle porte, sans le respect de la promesse faite à l'époque. Si on revient sur la photo qu'on voyait juste avant, cette photo en fait, et cette statue qu'on voit, c'est Marie qui porte Jésus très très haut, presque sur ses épaules. Ça veut dire que là, on voit Jésus et il est soutenu très très haut dans les bras par sa mère. Pourquoi est-ce qu'on a ça ? Parce que juste derrière, on voit le toit d'une église qui est une église russe, la cathédrale de la Sainte Trinité. Et les Français, devant l'ouvrage que les Russes avaient fait, étaient très jaloux et voulaient faire en sorte que leur bâtiment soit plus haut que le bâtiment des Russes. Donc au sommet du bâtiment, ils ont fait cette statue de Marie qui porte Jésus très très haut comme ça pour être ceux qui dominaient les hauteurs de Jérusalem. Fierté. Fierté. Donc nouvelle porte, en face du tramway, rien d'exceptionnel. Et on va continuer notre balade avec cette prochaine porte qui s'appelle la porte de Damas. La porte de Damas, c'est sans conteste la plus belle, la plus magnifique des portes de Jérusalem. Elle date donc de l'époque ottomane, le sultan Suleiman le Magnifique. On voit ici un espèce de pont qui permet de la traverser, des grandes tours, des meurtrières, un petit machicoulis également par-dessus. Il faut savoir que le nom de la porte de Damas vient simplement du fait que dans les anciens temps, on appelait les portes par le nom de la route et de la destination. Ouais. Porte de Jaffa, route de Jaffa, ville de Tel Aviv-Jaffa. Porte de Damas, c'était la grande ville du nord, la ville de Damas. Cette porte a plusieurs noms. En hébreu, on l'appelle Sha'ar Shrem.
Shrem, c'est Naplouse. C'est Naplouse. Ouais. Ouais, bravo. Naplouse, qui était une des grandes villes qu'il y avait au nord, on l'appelle également en arabe Bab el-Hamoud, la porte du pilier. Parce que, à l'époque des Romains, l'empereur Adrien avait fait poser là un pilier qui marquait le kilomètre zéro à partir duquel on quittait la ville. Et pendant des centaines d'années, il y avait ce grand pilier qu'on voit sur plusieurs cartes, d'où le nom qui est resté, même si le pilier a disparu depuis, la porte des piliers Bab el-Hamoud. Il faut savoir que cette porte n'a pas été construite à partir de rien. Elle est légèrement surélevée parce qu'elle est construite juste au-dessus d'une ancienne porte romaine. Et sur la photo, on peut voir en bas à gauche un petit arc qui est une des traces de cette porte romaine. Et au-dessus de cette arche, si vous allez vous balader, vous allez voir gravé dans la pierre les lettres CACDD. Rien à voir avec le groupe de rock. C'était une marque qui indiquait que c'était la ville. C'était précisément CACDD, ça veut dire Colonia Aelia Capitolina Decreto Decumanium, la colonie de Aelia Capitoline par décret du gouvernement romain. Donc on a une trace qui a presque 2000 ans qu'on peut voir juste en dessous. Également très intéressant, juste à côté de la porte de Damas, un site assez peu connu mais que je vous conseille de visiter qui s'appelle la grotte de Zédéchias. C'est une immense carrière de 4000 m² qui court sous la vieille ville et qui a été identifiée comme la carrière d'où était extrait le calcaire utilisé à l'époque biblique et dans l'Antiquité pour faire les matériaux, faire les constructions, les palais, les châteaux et certainement le Second Temple. Donc c'est un endroit très intéressant qui également a servi pendant très longtemps de réunion à la franc-maçonnerie. Caché bien sous la terre. Bien caché sous la terre, abrité de la pluie, à proximité, avec un calcaire de très bonne qualité, donc énormément d'avantages. Si on continue sur le nord, dernière porte, on va parler de la porte d'Hérode. Alors ce coup-ci, ce n'est pas Hérode le Grand dont j'ai souvent l'habitude de vous parler. Cette porte a été nommée à travers Hérode Agrippas, le petit-fils d'Hérode le Grand, parce que, selon la tradition chrétienne, c'est ici que se trouvait le palais de ce Hérode Agrippas. Alors, on ne l'a pas retrouvé, mais pareil, ça fait partie des traditions de Jérusalem. On a gardé le nom de porte d'Hérode, qu'on appelle en hébreu Shahar Aprachim, la porte des fleurs, parce qu'il y a des rosettes qui sont gravées tout autour de la porte, et donc, un peu poétiquement, on a appelé cette porte la porte des fleurs. Il faut savoir que c'est par là, en 1099, que Godefroy de Bouillon est rentré dans la vieille ville de Jérusalem. Parce que si on parle un peu de la géographie de Jérusalem, il faut savoir que la vieille ville est protégée par 3 vallées. À l'est, la vallée du Cédron, avec le cimetière, le mont des Oliviers. À l'ouest, la vallée du Hinnom. Et ces 2 vallées se rejoignent avec une énorme vallée qui est au sud. Donc la ville, elle est en pente, en fait. Donc quand il s'agissait de faire du commerce ou des attaques, et que tu avais le choix entre soit remonter une côte, soit attaquer sur un terrain plat, t'imagines bien que les armées ont toujours choisi le côté nord, le côté plat. On la traverse cette porte, nous, encore ? J'ai pas l'impression d'être passé par là-bas. Alors, on va voir sur la photo suivante. Elle donne accès au quartier musulman. Il n'y a pas de site touristique, il n'y a rien de particulier. Donc, elle est essentiellement fréquentée par les musulmans, notamment quand ils vont faire la prière à la mosquée Al-Aqsa. Il n'y a rien d'exceptionnel et ce n'est pas une porte très fréquentée ailleurs que autre que par les locaux. D'accord. Et donc les 3 portes au côté nord représentent bien, c'est le côté où il y a le plus de portes, parce que pareil, c'était le côté le plus facile d'accès. Il faut savoir que dans son histoire, Jérusalem a été attaquée une 50aine de fois, assiégée 25 fois, complètement rasée 2 fois, toujours avec des attaques qui venaient du côté nord. Ça n'aura pas mis la puce à l'oreille. Ouais. On voit là une très vieille photo qui date du début du XXe siècle et qui nous montre cette porte d'Hérode, donc qui donnait à l'époque, même pas sur une rue, un chemin, quand Jérusalem n'était pas encore développée, mais toujours avec le même principe de ses fortifications et ses protections. Il faut savoir qu'à part pendant la guerre d'indépendance, ces fortifications qui ont donc, on est au XVIe siècle, qui ont 500 ans, n'ont jamais été attaquées. Donc suffisamment imposantes pour ne pas donner envie à des ennemis d'attaquer les portes. Johan, je te remercie. Voilà pour notre première partie sur les portes de Jérusalem. Avec plaisir. À très bientôt sur Tandem 2.0 pour la 2e partie.